Parmi mes rêves, j'ai des milliers de destinations. Ce qui est frustrant avec le fait de voyager, c'est qu'une vie sera jamais assez longue pour tout découvrir. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, je vais voir des aurores boréales, être assis dans le froid et contempler ces magnifiques couleurs dans le ciel. J'ai jamais vraiment voyagé, et quand j'écoute le discours de gens qui parcourent notre monde, je suis toujours émerveillé. C'est juste dingue ce que ce monde a à nous offrir. La passion du voyage, c'est ce que j'ai découvert parmi ces deux jeunes amis. Pauline, photographe de talent, et Laurent, un aventurier bout en train. Des gens simples, mais qui ont un jour franchi le pas. C'est des paysans d'imaginer ce qu'ils ont pu vivre au travers de leurs différentes péripéties. On se rend vite compte que le voyage, c'est éprouvant. Mais c'est incroyable. J'ai eu la chance d'avoir des images de leur voyage, et ça me passionne. Et si à mon échelle ça me passionne, ça doit d'autant plus les passionner. Laissez-moi donc vous présenter le voyage vu par Pauline Laroche et Laurent Carlier. Interview voyage, première. J'ai un sifflement. Ok, moi je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans, je suis agriculteur dans le Marne et je recherche l'amour. Alors moi je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans, je suis designer graphique. En l'occurrence, je suis graphiste, faut être honnête, dans une boîte qui s'appelle Wisdom, donc dans le centre de Lille où on édite des logiciels. Et ça fait 5 ans que je voyage. Alors j'ai déjà voyagé via le biais de mes parents qui m'avaient emmené dans différents pays lors de leur petit voyage. Beaucoup en France, faut être honnête, pas mal en Italie aussi, donc Rome, Venise et d'autres villes. Je vais être honnête, quand on est petit, on ne se souvient pas forcément de ce genre de choses, donc c'est un petit peu dans la mémoire vite fait, quoi. Mais ils avaient déjà ce goût-là qui s'est un petit peu transmis. Et ça fait 5 ans du coup que j'ai commencé réellement à voyager, donc par le biais d'un pote, Sénat, coucou beau gosse, et qui m'a un peu initié comme ça. On a fait nos études ensemble, on se parlait sans plus, on s'est retrouvés, il m'a dit ça te dirait de partir à Londres, et j'ai commencé à voyager. Après il m'a emmené sur d'autres voyages, après j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Et à partir de ce moment-là, dès que j'ai commencé à avoir un travail, un budget, des jours de congé, j'ai pu faire les voyages qui me donnaient vraiment envie. Et c'est là que l'aventure a commencé. Moi je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans, je suis coordinatrice projet marketing chez un éditeur de logiciels. Tout dépend de ce qu'on appelle voyager. Si c'est juste quitter la région et partir ailleurs, j'ai la chance de pouvoir dire depuis toujours, je pense. Parce qu'on partait régulièrement en vacances avec mes parents, mes grands-parents. Quand j'étais petite, on allait très souvent dans le sud de la France, tous les étés, je crois. On allait une fois par an en Angleterre, à Canterbury avec mes grands-parents. J'ai commencé à aller au sport d'hiver tous les ans, de mes 6 ans à mes 13 ans, avec ma mère, et notamment au début en Autriche, donc un pays dont je ne comprenais même pas la langue. Et j'ai eu aussi la chance de partir au voyage de noces de ma mère. On est allé à l'île Maurice et j'en ai encore de très bons souvenirs, même si j'avais que 8 ans à l'époque. Alors pourquoi le voyage de noces de ma mère? Ma mère s'était mis en tête que s'il y avait un crash, elle voulait pas laisser une orpheline. Donc merci maman d'avoir souhaité que je meure avec toi. Alors moi je voyage en général entre 4 à 6 fois par an. Et comme j'expliquais, parfois c'est des petits week-ends dans des capitales en Europe, parfois c'est des gros voyages où je pars en road trip dans tout un pays et je fais tout le tour, soit en solo, soit avec des potes. Ça dépend vraiment les conditions, les envies, enfin plein de projets de voyage à faire, clairement ça s'arrête jamais, mais en général ouais, on est à 4 à 6 voyages par an. J'ai commencé à vraiment découvrir le voyage quand j'ai commencé à organiser mes propres voyages. Et j'ai contacté une copine et je lui ai dit écoute, j'ai envie de partir, est-ce qu'un road trip de 5 jours en Angleterre ça te dirait? Et là j'ai commencé à organiser le voyage et j'ai plus jamais arrêté sauf à cause des études et du Covid. J'ai beaucoup bossé pendant mes études et dès que j'ai commencé à travailler, à avoir justement du budget, c'est là où j'ai pu vraiment exploser et un peu faire les voyages que j'avais envie de faire, tu vois, et pas vraiment me restreindre. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment la découverte du voyage, quoi. Bon, ça va aller, hein? Bien sûr que ça va aller, c'est Ouais. normal. Il y a trop de prestance à côté, elle est stressée. Ça va aller. Ça va. Alors, pour moi, le voyage, c'est un peu différent. Pour moi, le voyage, c'est une aventure. C'est un peu sortir de sa zone de confort, se confronter à des choses auxquelles tu n'as pas l'habitude d'être. Ça peut être voyager seul, ça peut être rencontrer des gens, ça peut être aller dans des endroits où tu n'allais pas, ne pas parler une langue et se mettre un petit peu face à tout ça, essayer de se démerder et de se rendre compte que tu es capable de tout faire en fait. Il n'y a pas grand chose qui t'empêche de voyager en fin de compte. Et tout se passe jamais vraiment comme prévu, du coup pour moi c'est vraiment l'aventure. Peut-être pas avec un grand H, je suis pas en mode Mike Horn non plus, tu vois.
Mais dans l'idée, ça se passe jamais comme prévu et c'est ça qui est vraiment enrichissant, quoi. Et à chaque fois que tu reviens d'un voyage, tu t'en ressors complètement grandi à chaque fois. Tu as appris des nouvelles choses sur toi-même, sur les autres, la manière de voir le monde. Tu vois aussi que les gens sont entre guillemets foncièrement bons. Globalement, il t'arrive toujours des trucs, des galères et tout, pas possible, et tu arrives toujours à t'en sortir. À tel point que je suis arrivé à un stade où à la moindre galère, je me dis mais ça va aller, dans tous les cas, j'ai déjà eu bien pire bien avant, tout va bien se passer, quoi. Donc ouais, le voyage, c'est une aventure et c'est un truc qui mérite d'être vécu. Pour moi, le voyage, c'est pas seulement du dépaysement. Je vois ça aussi comme une accumulation de savoir. J'ai tendance à beaucoup fonctionner comme ça. J'aime bien accumuler les expériences, les savoirs. J'ai envie de tout voir tout le temps. Ce qui fait que souvent, mes programmes de voyage ressemblent à des marathons. Il faut savoir encaisser. Mais le but, pour moi, c'est de me créer un maximum de souvenirs et d'apprendre un maximum de choses. Et de choses que je ne verrai pas forcément chez moi. Même si on peut voyager chez soi aussi. Et c'est même important de le faire, connaître sa région, c'est important. Évidemment que c'est du dépassement de soi, c'est sortir de ses habitudes, c'est pouvoir se prouver qu'on est capable de faire les choses. Mais ouais, pour moi, c'est surtout une accumulation de savoir et de culture. En fait. Tu vas avoir une collection de quintes de tout dans ton micro, tu vas... Ouais, bon courage. 50 nuances de quintes de tout, Pauline. Ça va être génial. Sexy. Alors, quand j'ai commencé à voyager à 5 ans, je m'organisais de manière ultra carrée, un peu comme Pauline, où je prévoyais vraiment presque heure par heure là où j'allais. Et je me suis rendu compte à force de voyager que c'était un peu un piège de se dire si je ratais tel horaire de visite, etc., je me retrouvais à me dire merde, je suis pas en train de profiter de mon voyage. Dire que c'est pas du tout le cas, sachant qu'après il y a toujours des galères, des imprévus, des musées qui sont pas ouverts parce que c'est férié, des horaires qui changent dans certains pays comme par exemple la Grèce où tout ferme à 15h et toi t'es là comme un con à te dire ok, et ça rouvre à 18h et t'es en mode d'accord, très bien, parlons-en. Et au bout d'un moment, à force de voyager comme ça, je suis plus dans une idée de la jouer un peu à l'arrache, on va dire, y aller. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je mets des points d'intérêt partout sur Google Maps, en mode il faut que je vois ça, il faut que je vois ça, il faut que je vois ça, il faut que je vois ça. Et après, je loue une bagnole, je vais un peu où je veux, au rythme que je veux, je change un peu mes plans. Il y a pas longtemps, j'avais prévu de faire un tour d'Irlande, je voulais aller dans le sud, et genre 2 jours après, j'ai dit non, fuck, je vais aller dans le nord. J'ai fait 6 heures de route pour aller dans le nord, ça a totalement bouleversé mon plan. Et c'est ça qui est assez excitant au final. Donc en termes d'organisation, au début c'était très carré, et là ça l'est de moins en moins pour vraiment profiter de l'imprévu. L'imprévu qui est là constamment et qui te surprend à chaque fois. Alors moi du coup j'ai changé de mode d'organisation de mes voyages juste après le Covid, c'est-à-dire que j'ai commencé à les organiser sur l'année. Sur l'année je prévois tous les voyages que je veux faire, comme ça je sais qu'à tel moment j'aurai tel budget et je pourrai faire tel voyage. Ça me permet de voyager régulièrement et de savoir que j'aurai le budget tout simplement. Une fois que j'ai la liste des voyages que je vais faire sur l'année, je fonce sur Google Maps et là je regarde tous les points d'intérêt. Et je les liste, en fait, je les enregistre. Et une fois que Google Maps c'est fait, je passe sur Instagram, les sites de voyage. Je demande aux gens qui y sont allés dans les endroits que je veux visiter s'il y a des choses absolument à faire. Dans l'idéal, si je trouve des gens qui y ont vécu ou qui y vivent, c'est toujours mieux parce que ça permet de découvrir les choses un peu plus cachées. Et tout ça, ça me fait une liste en fait, de points d'intérêt que je garde précieusement. Bon, attention, il faut rester souple. Si jamais il y a une visite qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas être catastrophé. Il faut regarder sur son Google Maps et voir les points d'intérêt qu'il y a aux alentours et qui peuvent correspondre au temps qu'on a. Mais ça me permet d'avoir une feuille de route et au moins, en voyage, je sors mon Google Calendar et je sais ce que je vais faire après. Je sais quand est-ce que je dois partir. J'ai mes petits rappels d'alarme de prendre la voiture, etc. Alors moi au niveau du matériel en général, je voyage en mode backpacking, c'est-à-dire que j'ai juste un sac à dos entre 30 et 40 litres suivant le voyage. Et on peut se rendre compte qu'on peut voyager très facilement avec ça sans avoir besoin de beaucoup de choses. Voilà, t'as, je sais pas, 6-7 sous-vêtements, un pantalon de rechange, pareil pour un haut de rechange, et puis après tout le matériel un petit peu électronique, etc. Comme tu le sais, je tourne pas mal en voyage pour faire des vidéos, donc j'ai tout mon matériel pour tourner, donc le drone, les caméras, etc. En général, je pars avec un sac de 8 à 10 kg, ça dépend, ce qui est plutôt correct globalement. Quand je pars, c'est un peu me laisser aller, voilà. On y est, on profite, on prend son temps. On essaie surtout pas de se foutre la pression, je l'ai déjà fait plein de fois dans des voyages, on essaie de faire un maximum de choses, et dès que ça va pas, ça part en couille. Tranquillement, on profite, on n'hésite pas à se poser, à prendre des petits jours de repos, parce qu'on se rend pas compte que parfois le voyage, ça peut être très fatigant. Il y a beaucoup de gens qui font pas le parallèle qui me disent tu pars en vacances. Et moi je dis non, je pars en voyage, c'est totalement différent. Je suis bien plus fatigué quand je reviens de voyage. Je vais pas dans un hôtel me poser, je vais visiter un pays, découvrir un pays. Il n'y a pas un jour où je m'arrête. Même si on revient avec une fatigue physique, mais mentalement on est reboosté, on est reparti pour reprendre le train-train quotidien. Pour moi, quand on voyage, le but c'est de découvrir des choses, c'est pas de rester à l'hôtel. Il y a partir en vacances, se reposer, comme Laurent dit.
ou voyager. Voyager, c'est complètement différent. Si c'est pour rester enfermé dans une chambre, je vois pas l'intérêt, tu peux le faire chez toi. Donc oui, il faut avoir envie de faire des choses, de bouger, de se renseigner sur la culture du pays, sur les choses à visiter. Et de toute façon, on n'en sort que grandi et c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs. Ce qui est important aussi, c'est de respecter le pays, respecter la culture, respecter les coutumes. Donc se renseigner à l'avance, éviter de faire des gestes avec les mains qui peuvent être perçus comme une insulte, tout bêtement. Et c'est toujours sympa aussi d'apprendre au moins à dire bonjour, merci, au revoir dans la langue du pays. Donc moi, quand je pars à l'étranger, comme le disait un petit peu Pauline, c'est vraiment l'esprit de découverte. Donc de ne pas rester enfermé dans un hôtel, de toujours bouger. Parfois même, je me rends compte que je loue des auberges juste pour dormir. C'est-à-dire que j'arrive genre à 20h, 21h, 22h, 23h, je dors, je repars le lendemain à 7-8h, quoi. Donc c'est vraiment cette optique de tout le temps être constamment en mouvement. Aussi de prendre le temps de discuter avec les gens. Ça c'est un truc qu'on se rend pas compte, mais parfois quand on est enfermé dans un planning, on se dit il faut que je fasse ça, et on prend pas toujours le temps de discuter. Et parfois on rate des opportunités de ouf. Des gens qui peuvent te filer des conseils, te donner des bons plans, parfois t'emmener dans des sites, etc. Ça m'arrivait beaucoup en Égypte, qu'on nous emmène dans des endroits auxquels on n'était pas censé nous emmener juste parce qu'on a pris le temps de discuter avec les gens, de boire un coup avec eux, etc. Ça c'est vraiment important parce que parfois ouais, ça fait naître des opportunités vraiment dingues. Donc vraiment, on est dans l'optique de la découverte, de voir un maximum de choses sans pour autant se foutre une pression. Et aussi d'être ouvert à la discussion, d'être prêt à prendre le temps de discuter avec les gens et d'apprendre à découvrir un peu leur vie, quoi. Question 4, prise 1. C'est interview voyage. Ah bah merci, bon. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau et ce que j'aime le plus en voyage, c'est sortir de son quotidien. C'est découvrir de nouvelles choses, beaucoup. Découvrir tout ce qu'on ne peut pas découvrir à côté de chez soi, notamment. Se faire des super souvenirs qu'on gardera toute notre vie. Faire des photos, pour mon cas, et des amis, pourquoi pas. Alors ce qu'il y a de plus beau, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était vraiment le dépassement de soi, le fait de se redécouvrir en voyage, mais aussi d'être confronté à des paysages parfois dingues, à des cultures différentes, même si parfois très similaires. En Europe, on a plein de pays où on se dit c'est la même chose et au final il y a des petits détails qui changent, conduire à gauche, des signes qu'on ne peut pas faire, des tics de langage. Parfois on se retrouve dans des pays où, par exemple comme la Bulgarie, il y a beaucoup de mots français qui reviennent. Et d'un coup, t'es là, je sais pas, tu t'achètes des trucs, la personne te dit merci, tu dis bah de rien et il te regarde genre qu'est-ce que t'as à raconter toi. Dépassement de soi, découverte, en prendre plein les yeux, et c'est ça qui est bon. Comme tu veux. J'ai tapé sur le micro, je suis désolée, ça va te niquer les oreilles. Attends, j'ai entendu taper sur mes couilles, mais je mets pas de couilles du coup. Ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on est parti en Suède pour faire du canoë. Tous les jours et se déplacer d'île en île et faire du camping sauvage. C'était absolument fou comme expérience. Je vais laisser Laurent revenir dessus parce qu'en plus il en a fait des vidéos donc il va plus détailler. Mais je vais plutôt expliquer pourquoi c'est ma plus belle expérience. En fait pour moi c'était le voyage des premières fois pour beaucoup de choses. C'était la première fois que je partais avec un groupe aussi gros. Et sans forcément connaître très bien les personnes avec qui on partait, parce qu'on est parti à 10, et chacun a été pote de quelqu'un ou pote de pote, mais on n'avait pas vraiment de lien. Donc partir avec un gros groupe, partir en voyage sportif, parce que bon, c'est faisable, c'est à la portée de tout le monde, mais ça reste du sport. Il faut porter le sac, il faut monter, démonter le campement, mine de rien, au bout d'un moment ça fatigue, il faut ramer beaucoup, des fois pousser le canoë, enfin c'est voilà. C'était la première fois que j'ai fait du camping sauvage et du camping tout court en dehors de mon jardin. Donc c'était déjà pas mal. Et la première fois aussi que je dormais plus ou moins à la merci des bestioles parce qu'il y a une nuit où on a dormi dans ce qui s'appelle un shelter. C'est juste un petit abri en bois avec un rideau. Donc on est vraiment dehors et on a dormi tous ensemble là-dedans. C'était une expérience complètement folle. On était déjà très enthousiastes à l'idée d'y aller. Mais on est revenu avec des souvenirs fantastiques, on a loué des liens vraiment importants et on s'est tous entraidés et on a créé une expérience de dingue, quoi. Alors moi le plus beau voyage que j'ai fait, enfin l'un des plus beaux, parce que je vais être honnête, il y a beaucoup de voyages que j'ai fait que je considère comme vraiment dingues, comme par exemple l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas longtemps l'Irlande. Mais l'un des plus beaux, et surtout d'un point de vue humain, c'était le canoë trip. Donc, comme Pauline vous l'a dit, c'était une expérience assez dingue. Pour la simple et bonne raison qu'on est parti en groupe de 10, donc comme tu l'as expliqué, c'était assez compliqué.
tout le monde se connaissait par le biais d'une personne, etc. Mais on se connaissait pas vraiment. Et c'est très compliqué de voyager avec des gens avec qui tu connais pas, parce que tu peux avoir la surprise de se rendre compte qu'on s'entend peut-être pas forcément, qu'on n'est pas forcément d'accord sur comment on voyage, comment on s'arrête, etc. Enfin, plein de petits détails qui peuvent rendre une aventure un petit peu compliquée. Et puis avec la pression, il y en a qui peuvent craquer, tu sais pas forcément qui, il y en a qui n'étaient pas forcément très sportifs non plus, donc Exactement. on était tous très différents et ça aurait pu mal tourner. Et on se rend même compte que c'était bien plus sportif que ce que j'imaginais. Parce que, alors ok, on savait canoë, ça va travailler le haut du corps, etc. Mais parfois même juste pagayer pendant 1 heure, bah, ça peut être assez physique. Parce que les canoës étaient remplis avec nos sacs à dos entre 10-15 kilos, parfois plus. Un énorme seau de bouffe qui devait faire à tout péter entre 5 et 10 kilos aussi, plus le matériel en plus qu'on nous avait filé. Alors on se trimballait tout ça et c'était quand même assez compliqué, quoi. Et en plus de ça, on avait beaucoup de transitions de lac qui étaient pas réellement prévues. C'est-à-dire que globalement, bon, je l'expliquerai dans une vidéo, mais on allait de lac en lac et parfois on devait traverser soit des routes, soit des chemins de randonnée. Parfois c'était des chemins de randonnée avec des dénivelés positifs vraiment énervés. Et on avait énormément de chance d'être un groupe de 10 parce que parfois on était 5 à porter un canoë, quoi. Et c'était vraiment dingue, c'est une expérience de fou. Et comme j'expliquais, humainement c'est dingue parce qu'on s'est tous découverts, ça a créé des liens. C'est assez rigolo, à chaque fois en voyage ça crée des liens, mais celui-là encore plus parce qu'on était tous ensemble, etc. Chacun apportait sa petite dynamique, ça pouvait être l'ambiance, ça pouvait être un peu la force, ça pouvait être l'organisation, son expérience, etc. Un peu en mode survie. Donc il y avait chacun apporté son truc et c'était vraiment totalement dingue. Ça a duré que 6 jours de canoë, faut être honnête. Mais même le transport, c'était un truc de fou, quoi. Ouais, c'était fou. Partir de Paris, faire 20 heures de bus pour arriver en Suède, être complètement claqué et dire ok, c'est bon, vous avez votre canoë, vous pouvez y aller. Bon, on est un peu fatigué quand même. Et on y va, on débarque là-dedans, on se rend compte que c'est physique et après on enchaîne les journées comme ça. C'était vraiment dingue. J'étais hyper surpris de me rendre compte qu'on est tous restés ensemble. Vraiment. Je m'attendais à ce qu'on se sépare parce qu'il y avait des gens beaucoup plus sportifs, d'autres qui étaient un peu plus child, en mode on va se poser, on va se détendre, on va kiffer un peu le moment. Et au final, à chaque fois, on revenait tous ensemble et c'était vraiment une expérience de fou. Franchement. Ouais, c'était dingue. Donc on est parti vers midi de Paris, on est arrivé vers 11h en Suède. On a passé la nuit dans le bus à essayer de dormir, à se faire réveiller par les contrôles des douaniers au Danemark et tout, c'était n'importe quoi. Et on arrive, on nous file le canoë, on part vers 15h et là, il y a un énorme orage derrière nous, 1 km derrière nous. Et ça va vraiment pas vite un canoë ça va entre 5 et 6 km/h quand t'es bon. On n'était pas bon. Vraiment. C'était le premier jour, voilà, toi, tu tournais en on se rond. plantait dans les récifs, parfois t'avais des cailloux au milieu des lacs, on restait coincé, genre le canoë il avance, d'un coup t'entends un qui ripe le canoë et t'es bloqué. Comme un con, tu vois. Et là t'as un caillou au milieu du lac et t'es bloqué dessus et tu ne peux strictement pas te dégager de ce truc là, du coup c'était un bordel. Et plus on avançait, plus l'orage arrivait, du coup on a juste eu le temps de se poser, d'installer le camp et là on est grosse pluie, averse. On s'est retrouvé à manger sous un tarp, une espèce de tente aménagée. J'ai quelques images de ce truc-là que je vous montrerai plus tard, où bah, on est là et on mange avec nos kawaii et tout en mode survie. On se dit c'est la première journée, si c'est comme ça tout le temps, ça va être horrible. On l'avait très mal installé en plus. Très mal Du coup, installé, Il y avait très peu de place, ça coulait de partout, c'était une catastrophe. C'est une expérience vraiment de ouf. Donc bon, en tout cas, ouais, vraiment une expérience, surtout une expérience humaine. Le voyage en soi était magnifique, le décor était dingue, mais c'est surtout humainement, on s'est un peu découvert, voir qu'on pouvait voyager en groupe et créer des liens un peu indéniables. Donc super expérience, clairement. Je recommande à tout le monde de faire ça et pas parce que je vais en faire des vidéos, mais en grande partie parce que c'est une belle chose, vraiment. Allez voir sa chaîne. C'est une bonne idée ça. Allez voir ma chaîne, il y a plein de contenu voyage, mais aussi beaucoup de contenu sur le canoë trip. Et aussi vous pouvez aller voir le compte de Professeur Belette. C'est une photographe plein de talent. Enfin c'est ce qui est marqué dans la description. Ah ouais, aussi vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. C'est quoi la mimique de fin en fait? Putain, j'ai rien compris. Ah oui, bisous les mouflettes.